de Sciences Po et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Amine et Karim qui vont nous présenter le projet Une autre voie euh, pour la 69 entre Toulouse et Castres. Et rapidement, du coup, la conférence elle va se dérouler en deux temps. Il y aura une première partie de une heure d'exposition et après, on laisse aussi une heure de libre d'échange avec la salle pour que vous puissiez poser des questions. Donc, merci. Moi, c'est Amine. Très rapidement, moi, j'ai fait mes études à Toulouse, au moins pour une licence. J'ai grandi ici. Mes grands-parents habitent sur le tracé de l'autoroute, donc je connais bien le territoire. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en aménagement du territoire. Et donc là, je suis étudiant en économie à l'ENS de Paris-Saclay. Et voilà, notamment, j'ai eu un rôle diplomatique cette année parce que j'ai participé aux négociations internationales de la jeunesse au G7 sur les questions climat-environnement. Voilà, pour les médailles. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Donc moi c'est Karim Layani, je suis paysagiste et urbaniste. J'ai fait comme vous, donc on va dire un parcours d'abord d'abord universitaire et en urbanisme, et puis j'ai été diplômé en politique publique de l'IEP de Lyon, puis de Sciences Po Paris, et j'ai fini en alternance pour compléter ma formation à l'école de paysage de Versailles, ce qui m'a permis d'être paysagiste. Je suis par ailleurs, du coup, j'ai monté mon atelier il y a maintenant un an et je suis donc l'initiateur voilà, de la démarche de Une autre voie aux côtés du collectif d'opposants à l'A69, La Voie est libre. Et comment pour... Ok, moi je voulais juste commencer par une petite intro, peut-être que vous connaissez déjà beaucoup de chiffres et notamment ceux-là, mais une petite intro juste sur l'état du bazar dans lequel on est au niveau écologique et la France n'y échappe pas évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2021, il y a eu la loi climat et résilience qui a été votée. Depuis 2019, de toute façon, les objectifs de réduction des gaz à effet de serre ils sont déjà dans la loi, donc c'est-à-dire objectif de neutralité à l'horizon 2050. Et, euh, et on n'est pas du tout dans les clous, hein, on est en retard sur beaucoup de secteurs, parce que on se dit que intuitivement, pour atteindre la neutralité, on réfléchit par secteur en général, on regarde le secteur des transports, celui du bâtiment, etc. Et qu'il faudrait atteindre la neutralité partout. L'effort, il est massif, hein, c'est 5% de réduction annuelle qu'il faudrait. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, 5% de réduction des émissions annuelles, c'est ce qui s'est passé au moment du Covid et du confinement. Voilà, il faudrait que... Et donc, c'est gigantesque. Il ne faudrait pas juste un Covid chaque année, en fait, il faudrait un Covid de plus chaque année. Il faudrait deux Covid, trois Covid, quatre... Bon, c'est absolument massif, donc c'est urgent et je ne vous refais pas toutes les raisons du GIEC et de l'ONU pour lesquelles il faut qu'on atteigne ça, sous peine de désastres humanitaires, écologiques et autres. En France, on en est là sur les dernières années. Donc ça, c'est les chiffres du gouvernement, hein, pas de controverse. Et les transports, sont particulièrement pas dans les clous en France, hein. Parce que les transports, ça stagne, voire ça augmente un peu. Et c'est le premier secteur émetteur en France. C'est un tiers des émissions de la France vient des transports. Et donc à l'intérieur des transports, il y a encore d'autres chiffres. J'essaye de ne pas faire une avalanche de chiffres, mais j'essaye de donner ceux qui me paraissent les plus importants. Mais si vous regardez les émissions françaises, il y a un tiers qui viennent des transports et à l'intérieur des transports, 80% viennent de la voiture individuelle. Donc, en fait, la voiture individuelle en France est voire totalement responsable de un tiers des émissions françaises. C'est absolument gigantesque. Et donc, c'est absolument peut-être pas le moment de construire des autoroutes. On va y revenir. Mais rien que pour cette raison-là. Peut-être tu peux passer. Voilà, un autre problème, parce qu'il n'y a pas que le problème du climat, il y a le problème de la biodiversité, qui est un enjeu majeur, hein. Il y a l'IPBES, maintenant c'est le soi-disant GIEC de la biodiversité qui sort des rapports alarmants, mais cataclysmiques, hein, parce qu'on serait face à une sixième extinction de masse avec des espèces qui disparaissent, mais à une vitesse ahurissante par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire de la Terre, pour ce qu'on arrive à comprendre aujourd'hui.
Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, par exemple, là, on n'a pas pris une avalanche de chiffres, on aurait pu parler de ça pendant 3 heures, mais on a perdu 30% des oiseaux, des populations d'oiseaux en 30 ans. Il y a des chiffres qui sont alarmants pour l'Europe sur 80% des insectes, des choses comme ça. Et une des raisons majeures, parce que l'IPBES a fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle a classé les raisons de déséquilibre anthropique qui viennent causer ces dommages-là sur la biodiversité. Et une des premières raisons, je crois que c'est top 1 ou 2, bon, il faut aller voir, mais dans les 5 raisons en tout cas, bien placées, il y a la destruction des habitats. Et donc, une possibilité pour arrêter cette catastrophe, c'est d'arrêter d'artificialiser, de déforester et de polluer des sols. Parce que, bon, la définition de l'artificialisation est sujet à débat, mais quand on construit une autoroute, bon, on peut se dire qu'on artificialise quand même. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se passe en France actuellement. 9% du territoire est déjà artificialisé. Il y a un ingénieur, Philippe Biouy, je vous invite à aller voir ses conférences qui sont très intéressantes sur ce thème-là. Il a créé un livre il n'y a pas longtemps avec 2 autres autrices sur le sujet de l'étalement urbain en France. Les chiffres sont hallucinants. On est en train d'artificialiser à une vitesse de l'ordre de plusieurs départements chaque année. Enfin, c'est absolument massif. Donc c'est une évidence qu'on va arrêter parce qu'il avait fait les calculs, je crois que c'est un peu après la fin du siècle, l'entièreté de la France est artificialisée. C'est évidemment pas possible pour plein de raisons. Donc, on va devoir arrêter. La question est quand, comment, etc. Mais c'est une évidence qu'on doit arrêter et vite. Euh, la critique souvent ou l'idée intuitive qu'on peut avoir face à ça, c'est de dire ouais, mais la population augmente, donc il faut construire, etc. Et donc, un chiffre important qui est cité dans l'ouvrage de Biouy, c'est que ces dernières décennies, l'artificialisation des sols, elle a cru 9 fois plus vite que la croissance démographique. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est 5 fois, excusez-moi, c'est 5 fois. Parce qu'on a artificialisé 9% du territoire et on avait seulement 1 ou 2% de croissance démographique sur ces dernières années. Donc, c'est 5 fois. Bon, en tout cas, évidemment, la démographie n'est pas le facteur explicatif principal et majeur. Donc, on fait autre chose. On fait des autoroutes, on fait des centres commerciaux, on fait des zones logistiques, des entrepôts Amazon, etc. Et des choses qui n'ont rien à voir avec des logements, d'ailleurs, qu'on pourrait de toute façon construire en rénovant. Bon, voilà. Donc, juste deuxième point, l'artificialisation des sols et la biodiversité, gros sujet. Voilà. Donc, c'était pour le contexte dans lequel on est et qui déjà nous vient nous dire un petit peu que c'est peut-être pas le moment de construire des ouvrages de cette nature. Donc l'autoroute A69, ce qui est bien avec ce projet, c'est qu'il est tellement indéfendable qu'il n'y aurait même pas besoin de parler de l'écologie comme je viens de le faire pour prouver qu'il est absurde. Ce qui se passe avec l'autoroute A69, c'est que on va relier Toulouse à Castres avec des voies de goudron, avec du bitume. Donc une voie qui va être parallèle à une autre voie qui existe déjà, qui est la nationale RN 126. Donc ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, vous pouvez faire Toulouse-Castres en prenant un bus qui part toutes les 1h45 minutes à plus haute fréquence, il y en a jusqu'à 20h, 21h, je crois. Donc dans les deux sens. Des covoiturages, il y en a à n'en plus finir. Et vous pouvez prendre la nationale si vous êtes en voiture. Il y a peut-être un point qui peut être amélioré ou plusieurs sur la nationale, mais en tout cas un point majeur qui remonte du terrain, des habitants qui connaissent la région et les territoires, avec qui on a beaucoup échangé avec Karim, c'est qu'à l'embouchure de Castres, il y a pas mal de bouchons. Donc à cet endroit-là, ça peut être pas trop inintéressant de rajouter une voie. Et un deuxième point, c'est qu'il y a d'autres endroits, notamment à côté de la commune, tu sais, pour la sécurisation de Saïs. À côté de la commune de Saïs, il y a un endroit où on pourrait sécuriser un peu la voie parce qu'il y a déjà eu des accidents. Donc, il y a des points à améliorer comme ça. Mais globalement, l'autoroute, ce que ça changerait, c'est que vous n'allez pas rouler sur la même voie, mais vous allez faire le même chemin et vous allez gagner entre 10 et 20 minutes. Alors, attention avec ces chiffres. Ça, c'est si vous habitez à côté d'une entrée de l'autoroute parce que sinon, ils sont bidons. Si vous voulez relier, je ne sais pas, Puylaurens, Verfeil, des choses comme ça qui ne sont pas bien sur le tracé. Le principe de l'autoroute, c'est d'avoir peu d'entrées, peu de sorties et d'aller tout droit et de ne pas se soucier de ce qui se passe dans la circulation. Donc, évidemment, pour relier des communes qui ne sont pas à côté des entrées, vous ne gagnerez pas autant de temps, voire vous en perdrez si vous prenez l'autoroute, en plus du fait que la nationale est gratuite. Donc, sur le prix, parlons-en.
c'est 17 € l'aller-retour. Atosca, le concessionnaire, propose un abonnement de 200 € par mois. Bon, soi-disant, cette autoroute, l'argument majeur, je le dis parce que c'est lié au prix de l'État et des gens qui défendent ce projet, c'est le désenclavement des zones rurales et notamment de Castres pour amener du développement économique. Je pose la question de qui dans ces territoires, si ces personnes appartiennent à des populations précaires, pourront se payer 2000 € par mois de trajet en dehors du carburant qui, il ne vous aura pas échappé, est à 2 € le litre parce que M. Pouyanné ne veut pas vendre à perte d'après ses déclarations il y a quelques jours. Bref, c'est évidemment complètement antisocial. Et ça, c'est quelque chose qui a été repris par un organisme indépendant, donc l'autorité environnementale qui est chargée d'évaluer les projets, donc que la loi mandate d'évaluer ce genre de projet avant qu'il soit construit. Euh, et donc, l'autorité environnementale a un avis extrêmement dur à ce sujet, en disant que ça remettait en question, alors non seulement les objectifs environnementaux de la France, mais également les objectifs de réduction de la pauvreté, etc. Parce que de toute façon, ça pourrait même faire pire, ça pourrait même créer une inégalité entre ceux qui peuvent la prendre et ceux qui ne peuvent pas la prendre. Donc, cet argument a été encore asséné une fois de plus par M. Bonne, qui a répondu, qui a rencontré et qui a discuté avec Thomas Braille pour débattre de ce sujet il y a quelques jours. Et donc, dans la réponse à Anne Steinbach, une députée qui a remis notre projet alternatif, il répète cet argument de développement économique. Et donc, je crois que M. Bonne soit ne connaît pas bien le territoire, soit ne connaît pas bien la vie des gens qui gagnent le SMIC. Donc, ça, c'est une chose sur l'économie. Donc, un point sur, rapidement, les avis, des organismes qui ont été en charge d'évaluer ce projet. Donc, l'autorité environnementale a eu des mots extrêmement durs. Elle juge le projet archaïque. Donc, bon, je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter sur ça. L'Office français de la biodiversité juge le projet destructeur. On a le CNPN, Conseil national de protection de la nature, qui a le même avis. Donc, on a des avis défavorables en cascade de ces organismes. Et on se retrouve avec des recours juridiques qui sont toujours en étude par les tribunaux. Donc, il y a au moins 3 recours, hein. Il y a la critique de la raison d'intérêt public majeur, parce que, encore une fois, l'intérêt public majeur annoncé étant le développement économique, il est sujet à l'étude et des recours juridiques sont à l'étude pour ça. Et il y a autre chose, c'est le respect des distances par rapport à certains monuments historiques, qui est de l'ordre de plusieurs centaines de mètres, et là, l'autoroute passe juste à côté, je crois que 2 ou 3 fois trop près. Donc voilà, donc la justice étudie ça, ça peut mettre plusieurs mois, plus d'un an, mais il faut savoir qu'il y a déjà des projets qui ont vu le jour. Ça, c'est à vous que je pose la question. Moi, je n'ai pas de formation de juriste. Je ne sais pas comment c'est possible, mais des projets qui ont déjà été jugés illégaux, mais après leur construction. Donc, c'est le cas du grand contournement est de Strasbourg. Voilà, donc ça pose question. Et d'où la demande de pas mal d'opposants au ministre des Transports d'attendre que la justice fasse son travail sur ce dossier. Je pense m'arrêter là pour faire le lien simplement avec le contexte environnemental que j'ai annoncé au début. Donc, on est sur artificialisation de plus de 300 hectares. Évidemment, quand on construit une autoroute, on est en train de s'enfermer dans une mobilité individuelle et motorisée, ou en covoiturage, mais motorisée en tout cas. Et donc, je ne suis pas certain qu'on désenclave, même si l'autoroute était gratuite, des populations en les enfermant dans une mobilité qui dépend de la volatilité des prix du pétrole ou des matières premières pour les voitures électriques. Et donc, ce qu'on gagne en désenclavement, je ne suis pas sûr qu'on ne le perde pas en résilience. Parce que les territoires aujourd'hui qui ne sont pas reliés par des axes qui nécessitent des mobilités euh, aux combustibles fossiles, aux motorisés, thermiques en tout cas, sont aussi plus résilientes par rapport à ces volatilités de prix et sont aussi moins exposées au changement des prix de l'alimentation, de l'inflation, etc. Et ont des emplois qui sont plus localement ancrés, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de mobilité, mais en tout cas, l'argument du désenclavement, comme ça, fondamentalement, n'est pas forcément indiscutable. Je pense qu'il faut le mettre au regard de ce qu'on perd en termes de résilience, de prix, etc. Donc voilà. Ça, c'est pour le sujet de l'autoroute. Je vais m'arrêter là. Il y aurait d'autres choses à dire, mais on va essayer de faire concis. Merci Amine. Donc moi, je vais vous parler un peu de la démarche qui nous a conduit à formuler un peu cette nouvelle proposition qui est mise en débat aujourd'hui sur la place publique.
Donc déjà, vous voyez là très clairement la différence de proposition qu'on fait. Je vous laisse la découvrir pendant que je vais parler. Je vais revenir plus en détail dans la présentation sur ce qu'on voit ici. Mais peut-être un mot d'abord pour expliquer pourquoi on en est là. Euh, Pourquoi cette crise, en fait, je crois, moi, que la crise écologique qu'on vit, c'est d'abord une crise de sensibilité. Et ça, cette crise de sensibilité, c'est-à-dire d'égard à notre environnement, d'égard à la beauté du monde, d'égard aux autres vivants, elle s'incarne aussi, et malheureusement surtout, chez nos décideurs politiques qui n'ont pas compris où était le fond du problème, que le plus important avant tous les arguments économiques qui sont donnés avant de foncer sur des concepts, etc., c'est d'abord qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour préserver ce qui nous reste de beau dans ce monde avec un monde en 2050 à 50 degrés. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas mis sur la table. On parle d'adaptation, mais on ne parle jamais de comment on peut révéler ce que nous avons autour de nous, comment on peut le préserver et comment même on peut l'amplifier et garder espoir. Donc pour moi, ça, c'était un constat important, c'est que dans cette histoire, on ne s'est posé aucune question dans cette histoire d'autoroute, de la catastrophe que c'était pour nos modes d'habiter l'espace, en fait. Hein. Est-ce que, voilà, donc ça, c'est une question philosophique. Est-ce qu'on veut, pour gagner 15 minutes, c'est ça un peu le constat que j'ai fait, 15 minutes, pour quoi faire? Pour continuer à avoir des colis Amazon qui viennent des États-Unis, pour être dans les bouchons et perdre son temps devant une route toute pourrie et qui dégrade l'environnement et en fait juste la beauté des paysages qu'on a et dont on a besoin en fait nous en tant qu'humains pour être heureux en fait. C'est ça la question. Donc ça c'est absolument fondamental. Moi il me semble qu'il y a une crise majeure des représentations de ce qui fait vraiment sens, de ce qu'il faut vers quoi la société doit aller pour préserver ce qui nous reste. Et puis, l'autre crise dont je voulais parler, c'est que surtout, du coup, il n'y a pas d'imaginaire alternatif, il n'y a pas comment dire, le monde politique est cloisonné, enfermé dans un système libéral de croissance économique développé depuis 50 ou 60 ans. Et donc, il y a un manque cruel de trouver de nouvelles portes d'entrée, en fait, imaginaire, de perspectives. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de nouvelles perspectives pour l'avenir. Et tout le sens de la démarche que j'ai proposée pardon, à La Voix est libre, c'est donc qu'on travaille sur cet imaginaire. C'est ça qui est fondamental. Alors, il y a plusieurs. Je vais revenir un tout petit peu avant de passer à la suite sur le contexte en fait. C'est que effectivement, comme l'a dit Amine, pour l'instant, il y a donc ce projet d'autoroute qui était formulé avec un seul argument, désenclaver et gagner 15 minutes. Voilà, donc ça permettait de justifier tout. Moi, très vite, aux opposants, je leur ai dit qu'il fallait qu'on ne se positionne pas du tout, vous l'imaginez du coup, sur cet argument, qu'il fallait qu'on réouvre totalement notre argumentaire en fait, hein, pour quel développement on veut. Et donc, en fait, on a tout de suite évacué cette question du désenclavement et cette question de gagner 15 minutes pour essayer de se projeter dans l'avenir sur plein d'autres arguments, en fait, qui sont entendables, qui sont en résonance avec les problématiques formulées depuis 10, 15, 20 ans et qui ne sont pas traitées par le monde politique. Et puis, l'autre point important qui était très intéressant, et ça, c'est vraiment une analyse de contexte, en fait, c'est que on est à un moment, en tout cas ces 6 derniers mois, on était sur un moment de bascule. Là, c'est vraiment même politique et réglementaire pour ce projet d'A69. C'est que des décisions importantes ont été prises. Le projet, entre guillemets, a été acté par le politique, même s'il n'est pas jugé sur le fond, sur sa légalité. Et donc, on se retrouvait avec une emprise de 366 hectares, clé en main, dans le cadre des expropriations. Et nous, on est parti de ça pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire en termes de foncier, en termes de mobilité. Vous savez que quand le projet au Larzac et à Notre-Dame-des-Landes ont été abandonnés, l'État, finalement, il l'a abandonné, mais sans plan B.
Donc nous, justement, on a réfléchi à cette idée de faire cheminer nos dirigeants politiques avec leur donner vraiment, c'est même pas une porte de sortie, c'est une porte d'ouverture vers un ailleurs, en reformulant à partir entre guillemets, cette problématique qui est dramatique hein, pour des gens d'avoir été expropriés, mais de montrer qu'avec ça, on peut faire quelque chose de beau et de quelque chose de mieux que ce qu'ils proposent, que ce qui est proposé depuis 30 ans. Donc voilà un petit peu pour donner le cadre qui est à mon avis assez intéressant et qui explique pourquoi on a formulé ce projet, pourquoi il a pris cette dimension-là. C'est que réglementairement, il y avait aussi cette espèce de fenêtre d'opportunité de réfléchir sur un linéaire de 70 km avec ce foncier et qui appelle à mettre en œuvre plein de belles politiques publiques. Donc, je vais rentrer peut-être rapidement, peut-être que je vais être assez rapide sur tous les points parce qu'il y a beaucoup de choses et je crois qu'il y a des points sur lesquels on pourra s'arrêter qui concernent plus les sciences politiques et qui vous intéresseront peut-être un peu plus. Mais donc tout ça pour dire que du coup on a formulé ce grand plan voilà, que vous avez là, qui se résume en trois grands leviers, on va dire. Le premier, c'est effectivement de travailler sur la question des mobilités et non plus seulement du déplacement en tant que tel, c'est-à-dire le nombre de minutes ou les parts de marché que soi-disant chaque mode de transport peut générer, mais plutôt de travailler sur la philosophie que nos modes de déplacement peuvent comment dire, incarner. Et donc, à cet égard, il y a trois grandes choses qui sont ressorties, deux choses existantes. Le train, qui est quelque chose qu'on a ciblé parce que il y a une ligne existante qui passe pas exactement par le même trajet, mais qui permet de faire des trajets pendulaires, c'est-à-dire des trajets travail-maison, travail-maison entre Castres et Toulouse, et des trajets autres d'ailleurs. Donc ça, c'était un point important. Pour nous, on propose aux décideurs politiques de non seulement renforcer le cadencement, mais de réouvrir des gares pour que les villages qui sont traversés, là c'est vraiment pragmatique en fait, hein, il y a des villages qui sont traversés par la ligne, autrefois ils étaient desservis, nous on propose de les desservir de nouveau et de faire des trains express et des trains, voilà, de travailler sur des cadencements différents en fonction des types de déplacements. Ensuite, il y a effectivement la nationale existante. Elle est assez efficace. Amine, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Amine, il vous a expliqué. Nous, on veut dans ce plan la faire évoluer vers quelque chose de nouveau, que ce soit une route vraiment du partage. Plus de transports en commun, plus de liens sociaux. Et vous allez comprendre que j'ai oublié un mot important, c'est que avec la troisième voie dont je vais parler, il y a des interconnexions et donc de l'intermodalité, des mécanismes voilà, dans nos habitudes du quotidien qui peuvent évoluer vers du vélo combiné de la voiture. Et donc, dans ces points d'interconnexion sur la nationale, il y aura des lieux conviviaux, des lieux d'autopartage, des lieux où on peut s'arrêter pour des circuits courts, etc. J'y reviendrai plus tard. Et donc, le dernier point, c'est cette grande formulation qu'on fait pour essayer d'éveiller un peu cette opportunité et un imaginaire politique puissant. C'est la première véloroute nationale française, vraiment à échelle nationale. Et là, ça veut dire quoi? Des véloroutes, il en existe en France. Nous, on considère que la politique du vélo, elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et en tout cas, elle ne fait pas l'objet d'une vision. Il y a des financements qui ont été annoncés, on y reviendra. Mais la vision n'est pas assez ambitieuse. Et donc, dire aujourd'hui que, comme dans les années 20 ou les années 30, quand l'État a décidé de privilégier la voiture, on a aménagé des routes nationales avec un balisage, une lisibilité pour tous les citoyens, ce qui n'était pas évident au début. Hein. C'est-à-dire que les premières routes, les gens, ils étaient sur leur truc de campagne et tout. Ils ne savaient pas forcément où passer parce que les routes n'étaient pas aménagées quand on avait les premières voitures dans les années 10, les années 20, etc. Ce n'était pas simple du tout. Repartir d'un même constat aujourd'hui pour le vélo à grande échelle et dire qu'on pourrait faire la même chose, non pas forcément pour faire Toulouse-Castres, mais pour faire tous nos trajets du quotidien, c'est-à-dire 50% des déplacements des Français qui font moins de 10 km pour des courtes distances. Donc, avec le vélo, c'est aussi avoir cette ambition-là, c'est-à-dire que ce soit très clair aux yeux de nos concitoyens qu'il y a un réseau, qu'il est hiérarchisé dans le sens où il y a des nationales, peut-être des ramifications secondaires, qu'il est sécurisé et que surtout, nos politiques publiques vont maintenant
penser le territoire sous le prisme de cette route-là, au lieu de le faire tout le temps sous le prisme des autoroutes ou des routes simplement à destination de la voiture individuelle, que maintenant tous nos choix d'aménagement se coordonnent autour de l'idée de changer, de faire vraiment une bifurcation vers une économie de longue distance, telle que prônée par l'autoroute, les camions, les transports des déplacements gigantesques de matière. C'est hallucinant de voir encore aujourd'hui des parpaings fabriqués à Lille et mis dans des lotissements à Toulouse. Ça n'a aucun sens. On y reviendra. Et donc, structurer nos politiques publiques vers une économie des courtes distances. Voilà. Donc, j'étais un peu long sur ça. Ensuite, le second point, c'est un rééquilibrage territorial. L'idée que maintenant, il faut sortir de l'idée que on nous fait rêver, soi-disant, depuis des années, que la métropole, c'est quelque chose d'extraordinaire, que c'est ça l'avenir, etc. Oui, il y a de plus en plus d'urbains, mais maintenant, il va falloir changer nos modes de vie parce que le Covid l'a montré, les métropoles ont été affaiblies parce que elle mise beaucoup sur des liens de longue distance, sur des classes créatives, mais sans s'appuyer non plus sur les ressources des territoires et sans s'appuyer sur les savoir-faire concrets, en fait, manuels, etc. Donc, il va falloir retrouver des liens matériels, rematérialiser nos relations au monde dans ces métropoles. Et donc, ça passe nécessairement par un rééquilibrage avec la ruralité, qui, pour moi, vraiment est source d'un grand avenir pour nos territoires. Parce que c'est le lieu de la matérialité, c'est le lieu des ressources, c'est le lieu où l'écologie peut s'exprimer de la manière la plus forte dans un monde, justement, où je le disais, avec 50 degrés dans les villes, ça va devenir invivable. Et puis, le troisième point, je l'avais évoqué, c'est l'idée de travailler sur cette, on va dire, dorsale foncière de 60 km pour avoir une politique espèce de soft power qui permettrait de préempter les parcelles, réaménager à vaste échelle le parcellaire agricole. En France, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois qu'on détruit encore aujourd'hui, ce qui est dramatique, 2 tiers de haies en plus que ce qu'on en plante. Donc, on est vraiment très déficitaire, alors qu'on sait que les effondrements d'espèces, ils sont aussi liés au fait qu'il n'y ait pas assez haies. Par exemple, les oiseaux, c'est criant. Mais surtout, les open fields, c'est-à-dire le remembrement des années 70, a causé de vastes parcellaires agricoles sans ombrage. Et ça, c'est 5, voire 6 degrés de plus. Concrètement, quoi, quand on vit sur le territoire, c'est 5-6 degrés de plus, en fait, en plein été. Donc, replanter à grande échelle, retramer le parcellaire, changer de modèle agricole avec plus d'économie en eau, etc. Enfin, avoir un modèle qui est moins énergivore, etc. C'est devenu un enjeu majeur et la dimension foncière, elle est très importante là-dedans, la dimension participative, installer des paysans. Voilà, je pense qu'il y a une opportunité là, de la part de la puissance publique, d'avoir un projet pilote sur ces questions-là pour travailler sur ces installations et cette bifurcation agroécologique. Alors, je vais revenir, voilà, maintenant je pense qu'on a dit un peu les grands enjeux. Je vais revenir rapidement sur, comme je l'ai dit, sur les différents chiffres. Et nous, on a vraiment chiffré notre projet. Et en fait, on dit, j'ai l'impression, des évidences, en fait, que, par exemple, eux, ils veulent mettre à terme 10 000 véhicules sur l'autoroute, sachant qu'aujourd'hui, sur la nationale, on est à environ 7 000 et que c'est en baisse constante. Donc, résumons, ils veulent plus de voitures. Ben, nous, on en veut moins. Enfin, je veux dire, ça devrait être la base aujourd'hui de travailler que nos politiques publiques, nos objectifs, nos grandes orientations, ce soit de faire en sorte qu'il y ait moins de voitures. Donc, pour ça, on a une stratégie, c'est comme je le disais, une captation des transports, des déplacements de courte distance par des mobilités durables. Et donc, on se fixe l'objectif d'avoir moins 25% sur cette nationale, qu'elle soit encore plus apaisée que ce qu'elle est aujourd'hui, notamment pour ces riverains, notamment pour les espèces qui se font écraser sur nos routes. 62, voilà, ce qui est intéressant, 62 km de route cyclable à court terme, en fait, puisqu'on a le foncier, on peut faire cette véloroute, et à moyen terme, la faire continuer de Toulouse à Gragnac et dans l'autre sens, de Castres à Mazamet. 5 nouvelles gares, donc ça je l'ai dit, voilà, donc je n'irai pas plus loin, vous avez un peu compris quels sont les enjeux. Et donc en fait, ce qui est assez intéressant, je vais juste montrer la petite infographie, là, 2020-2030 pour les voitures. C'est qu'ils nous disent qu'on veut un monde en décroissance, que c'est une catastrophe. Mais non, en fait, là, concrètement, on a une croissance des déplacements.
parce qu'on va générer des nouveaux besoins de courte distance. Simplement, ils sont plus captés par la voiture et par le monde capitaliste. C'est des déplacements gratuits qui n'émettent rien, ces déplacements à vélo. Donc, quand vous faites le calcul, 5500 plus 4000, ça fait 9500. On est en croissance de déplacement, voilà, mais de déplacement vertueux. Voilà. Donc là, je ne vais pas revenir, mais en gros, l'idée, c'est, voilà, comme je le disais, replanter à vaste échelle. Il y a 40 km de linéaire à replanter sur la nationale pour qu'elle soit beaucoup plus confortable thermiquement et qu'on arrête de mettre la clim, par exemple, dans sa voiture. Il y a des solutions possibles, par exemple, contrairement à ce que dit le concessionnaire, que si on voulait faire des aménagements, on raserait les platanes et que finalement, cyniquement, il nous dit que sa solution, c'est le moindre mal parce que lui, il rase que 200 platanes. En fait, non, on n'a pas besoin de raser. On peut faire une troisième voie et passer derrière les platanes. C'est ce qu'on voulait montrer en bas à gauche. Replanter même des arbres en plus, c'est tout à fait faisable. Ça se fait sur d'autres routes. Et donc, c'est un faux argument qu'on essaye de déconstruire dans le cadre de notre projet. Alors, on a fait un travail un peu fictionnel aussi, artistique, pour essayer aussi de, voilà, de donner envie, hein. Donc ça, c'est une des images une des affiches qui a été produite. Véloroute nationale 1, voilà, avec un style un peu rétro vintage, justement, de retourner l'imaginaire des 30 Glorieuses, de retourner l'imaginaire de tout ça pour montrer qu'en fait, on peut continuer à faire un monde beau, plein d'espoir et d'espérance comme eux l'avaient, mais sans formuler à l'époque l'incidence que ça allait avoir sur nous. Nous, on aura, avec notre génération, la qualité de créer. J'aime beaucoup aussi, en ce moment, j'ai une réflexion sur ça, c'est vraiment euh, affirmer dans notre génération une éthique de l'incidence. Nos parents et nos grands-parents, ils ont bien vécu, ils étaient heureux, il y a eu la guerre, donc après ça a été très dur, ils ont vécu aussi des choses que nous, on n'a pas vécues, mais ils n'ont pas travaillé sur l'incidence de ce que leur modèle allait produire sur eux et sur les générations futures. Et je pense que quelque chose d'important, c'est ça, c'est de notre génération, dans nos métiers à nous, c'est en prenant cette décision, qu'est-ce que ça va avoir comme incidence pour le reste de ma vie et pour nos enfants. Alors là, c'est des détails techniques, mais l'idée, c'est qu'on a travaillé aussi vraiment un système de séquence et que ce qu'on propose, c'est une démarche ouverte, participative avec les habitants. Et donc, ce travail de séquence permettra, pour la véloroute notamment, d'aller peaufiner vraiment dans le détail quels sont les besoins et les envies des villages, des habitants, en partant de ces 360 hectares qui pourraient, je le dirai plus tard, mais en tout cas, faire l'objet de programmation vraiment spécifiques à chaque lieu. Alors, un des arguments aussi qui était intéressant, c'est que, et c'est pour ça que je pense qu'à un moment, il faut être aussi très stratégique dans ce qu'on fait quand on formule ce genre de projet, c'est qu'il faut aussi reprendre, en tout cas, des préoccupations de nos élus et de nos décideurs politiques pour essayer de leur montrer et les rassurer que d'autres voies sont possibles. Et donc, face aux 1000 bullshit jobs, on va dire, hein, qui nous sont promis par l'autoroute avec les emplois Amazon et compagnie, nous, on a travaillé concrètement sur quels pourraient être ces emplois pour l'avenir. Et donc, il y a plusieurs choses qui sont ressorties et qui répondent aux enjeux que j'avais formulés, c'est-à-dire la démétropolisation, la courte distance, l'agroécologie et le domaine tout simplement de la mobilité. Donc, les filières artisanales, quelque chose d'important. Nous, on propose dans notre projet que Castres soit une vallée des mobilités douces avec un certain nombre de financements qui existent déjà. En fait, on a travaillé sur des politiques publiques existantes et que donc on ait des emplois dans ce domaine et dans des filières vraiment concrètes de savoir-faire, en fait, à la fois pour former les jeunes qui veulent se lancer dans des métiers et pour des reconversions professionnelles de gens qui sont avancés dans leur carrière et qui veulent changer tout simplement de voie. L'écotourisme, parce qu'on comprend bien qu'évidemment, cette véloroute nationale, en plus de répondre aux courtes distances, ça sera un formidable levier à la fois pour Toulouse et pour Castres jusqu'à la Montagne Noire, qui est magnifique, pour en fait avoir pendant l'été des déplacements intéressants. Et ça m'amène à une autre question qui est aussi intéressante, c'est la question de la saisonnalité. Et l'idée que justement, on peut aussi travailler sur comment dire, on a une vision figée de ce qu'est l'emploi en France et on pourrait travailler sur l'idée qu'on soit jeune ou moins jeune d'ailleurs, qu'en fait, on peut avoir un emploi d'été, que de Toulouse
Quand on ne sait pas quoi faire, quand on est étudiant l'été, on peut partir sur la véloroute et aller faire des chantiers participatifs de rénovation du patrimoine. Donc, en fait, il y a plein de liens qui sont possibles et de nouvelles manières d'envisager l'emploi. Ça ne veut pas dire forcément précariser, ça veut dire juste redonner du sens à ce qu'on fait. Et notamment, on a tous des trajectoires de vie qui sont différentes à des moments de notre vie qui sont aussi différents. Et donc, effectivement, il y a des gens parfois qui ont des activités pendant 9 mois, qui ont l'été de libre. Et ça, il faut aussi essayer de capter ça, entre guillemets, sans être voilà, dans une course à l'emploi. Hein, mais en tout cas, proposer, voilà, il y a des choses à proposer, en fait, qui sont clairement sous-estimées aujourd'hui. L'éco-construction, la rénovation, je parlais de retrouver les ressources, retrouver nos ressources sur le territoire. Ici, c'est un territoire, vous le savez, avec la brique rose à Toulouse et jusqu'à Castres, c'est un territoire d'argile. Et sans même faire les briques en terre cuite, on peut faire des choses en terre crue. Toutes les fermes du territoire, c'est des fermes en adobe. Les adobes, c'est une technique, c'est une pratique architecturale qui consiste simplement à prendre de la paille, de l'eau et de la terre, zéro bilan carbone, méga bilan humain et liens sociaux, parce que moi j'en ai déjà fait des chantiers participatifs, c'est extraordinaire. C'est un moyen aussi de réengager son corps concrètement dans le monde, dans le réel, et ça c'est politique. C'est important, et c'est pour ça que je parlais du vélo. Le vélo, c'est aussi un mode de déplacement qui est politique parce qu'il propose de réengager le corps dans le monde. Donc c'est vrai que je tiens beaucoup à ce thème, mais je crois que c'est vraiment fondamental pour comprendre la crise dans laquelle on vit. Et donc, voilà, l'éco-construction et la rénovation de l'existant, en fait, rien que ça déjà, c'est une source formidable de réduction des émissions et de répondre aux besoins avec ce qu'on a déjà. L'agriculture, hein, donc je parlais, je ne reviendrai pas, mais la paysannerie, l'installation, comme je le disais, avec une politique foncière nouvelle. Et puis la cyclo-logistique, qui est un des objectifs du gouvernement, et qui effectivement, pour les derniers kilomètres, pour développer de nouveaux services aussi. Par exemple, il y a une start-up, je crois, dans les Hauts-de-France, qui s'occupe de récupérer les cartons chez les commerçants. Ils le font avec des vélos électriques, avec des vélos cargo. Donc en fait, il y a plein d'emplois possibles. Je crois que les personnes en question, le salarié, il est capable de récupérer quand même 1 tonne de carton sur la journée. Donc, en fait, voilà, il y a des choses à faire et des choses vraiment, entre guillemets, durables, quoi, qui sont possibles. Et puis, on a travaillé sur un autre truc très important, c'est essayer de structurer, en plus de tout ça, 7 grands équipements le long du linéaire. Et là, c'est une mise en débat, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de figé, mais c'est simplement que ces grands équipements qui sont des mix de partenariats publics-privés, ils posent, encore une fois, des questions fondamentales liées au thème que j'ai soulevé. La centrale des fertilités à Gragnag, on a repris en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a reformulé parfois des catastrophes en cours liées au projet d'aménagement pour essayer de montrer qu'on peut avoir un univers totalement positif qui en ressort. Gragnag, c'est là où ils voulaient mettre la centrale à enrober pour faire donc la centrale à bitume, pour pour bitumer en fait la nouvelle autoroute. Et donc ils avaient commencé à produire du goudron, etc. C'est une catastrophe, c'est-à-dire que concrètement sur 5 km, vous respirez des vapeurs, ça va dans les cours d'école des enfants, vous pouvez plus manger vos fruits et vos légumes, les sols ne sont plus garantis en fait d'être cultivables, notamment pour avoir le label bio après ça. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et ils ont réussi à faire fermer cette centrale. Et donc nous, on a renversé l'imaginaire, c'est que de la centrale à enrobé, on passe qui tue en fait, qui représente la mort. On passe à une centrale des fertilités, qui est un lieu, qui est une espèce, en fait, c'est pas du tout une centrale, hein, concrètement, c'est un parc des fertilités où on viendrait produire grâce à l'amendement des composts, à la récupération des terres d'excavation, des chantiers, des métropoles Toulouse, Castres, Albi, d'amender tout ça pour créer des terres fertiles. Et au lieu de racler nos sols, comme on le fait aujourd'hui, nos terres agricoles, pour pouvoir replanter dans nos villes comme à Toulouse, on pourrait récupérer cette fertilité, en fait, la produire par nous-mêmes, la mettre en partage auprès de nos concitoyens pour qu'ils apprennent des choses sur nos sols et la qualité des sols, la nécessité de les préserver, etc., etc. Voilà, donc on a ça sur plein d'équipements. Je vais vous en montrer 2 autres qu'on a fait, là où on a des vraies images. Là, par exemple, c'est une base aérienne existante qui est un aérodrome qui travaille sur des planeurs. Alors moi, je ne savais pas du tout, j'ai découvert un truc formidable, c'est que ces planeurs, ils fonctionnent avec ce que vous voyez là, le treuil, juste
un treuil en fait, qui tire à toute vitesse et ça fait monter le planeur. Donc en fait, ça existe, entre guillemets, une mobilité aérienne écologique. Bon, c'est un peu symbolique et voilà, c'est aussi destiné au loisir et juste à voilà, observer notre territoire. Mais c'est possible. Et donc, nous, on a travaillé pour amplifier la programmation possible autour de ça avec des partenariats divers. Par exemple, un observatoire du changement climatique. Là, moi, j'aime beaucoup travailler sur le ici et maintenant et donc montrer dans ce territoire maintenant qu'est-ce qui se passe vraiment et le mettre en partage auprès, par exemple, des jeunes publics avec un partenariat possible avec Météo France, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui serait possible. La même chose avec l'hélium et un hangar à ballon qui pourrait être en partenariat avec, à Toulouse avec la nouvelle base de Franck Casal qui va travailler sur des mobilités aériennes plus vertes, entre guillemets. En tout cas, voilà, il y a des choses possibles. On a travaillé ces programmations qui sont simplement des mises en débat. On a la même chose à Castres, une des dernières usines au bord de la Goutte qui est menacée par un des ponts autoroutiers qui est en construction et qui produit un carnage à quelques centaines de mètres de cette ancienne usine. Elle est en ruine. C'est une des dernières usines de cette époque qui permettait de produire du textile. Et donc là, la réinvestir vers des savoir-faire liés donc au vélo, la cité du vélo, un grand équipement populaire avec plein de mise en relation entre des acteurs associatifs, des acteurs publics, des acteurs privés, pour recréer du lien social et recréer de l'activité. Voilà, ça nous semblait être un lieu très symbolique et un peu le débouché de la fin, on arrive à la Cité du Vélo. Voilà, c'est aussi symbolique, ça fait sens avec la véloroute. Et donc là, on a travaillé par exemple sur ce musée populaire du vélo. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un musée gratuit qui coûtera rien parce qu'en fait, on va proposer aux gens de amener leur vélo et d'amener leur histoire de famille avec. Et donc, en fait, c'est un échange un peu mutuel. C'est que on valorise les gens, en fait, leur histoire, des gens supposément un peu délaissés aussi dans ce territoire. Et donc, voilà, leur donner la possibilité de s'exprimer à travers peut-être l'histoire de la mobilité, des mobilités familiales. Ça nous paraissait être quelque chose d'intéressant. Alors, on a travaillé aussi sur les zones d'activité. Aujourd'hui, on est énormément en retard sur le zéro artificialisation nette. Vous avez dû en entendre parler. Et donc, concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des zones d'activité existantes. Celle-ci, c'est celle de Soile. Et donc, on a, voilà, en fait, là, tout est résumé entre ça et ça. Vous avez vraiment la stratégie comment en œuvre, c'est-à-dire redonner plus d'activité, densifier l'emploi, arrêter d'urbaniser comme ça nous est promis avec l'autoroute, puisque derrière cette autoroute, on va avoir des milliers d'hectares qui vont ressembler à ça. Et donc, nous, on veut pas ça, on veut quelque chose voilà, qui soit beaucoup plus convivial, qui en fasse des espaces de destination, au lieu d'être juste des lieux horribles où on n'a pas du tout envie d'aller sous 40 degrés. Et donc, on pourrait avoir une mixité d'usages et de fonctions. Je parlais de la véloroute, je vais accélérer un petit peu, on est sur la fin, je pense, bientôt, de la présentation sur la partie Une autre voie. Donc, avec l'idée, comme je le disais, qu'on veut mixer des programmations, qu'il y a des choses, il y a un modèle même communal à inventer. Vous avez certainement entendu parler de Elinor Ostrom, pardon, sur les communs. Donc, on s'est un peu inspiré de ça aussi en disant qu'on pouvait avoir des communs, des terres en commun qui appartiennent à la collectivité, par exemple. Et ça peut se traduire en termes de programmation avec par exemple des vergers communaux où en fait tout simplement c'est les gens qui arrosent et qui viennent et tout le monde a le droit de s'arrêter pour glaner des choses. Des jardins partagés comme je le disais, voilà, une agriculture plus durable et des espaces surtout en libre évolution pour laisser s'exprimer le vivant. Donc on a mis des objectifs très clairs et là encore voilà, l'ambition qu'on porte, moi je la pose ici, c'est qui aujourd'hui a pour ambition d'essayer, au moins d'essayer, hein, de se mettre ça comme objectif, d'inverser les dynamiques d'effondrement de l'espèce. On a parlé tout à l'heure des moins 30% d'oiseaux. Ben, on peut se fixer comme objectif qu'on veut plus 30% d'oiseaux, en fait. Enfin, c'est tellement évident, mais personne ne le dit. Ça devrait être un objectif majeur des choses qu'on fait, c'est se dire ça et d'avoir des vrais suivis, c'est-à-dire des politiques de comptage des oiseaux, des politiques d'ajustement grâce à ce levier foncier par la puissance publique, comment dire, des mesures à mettre en œuvre sur le territoire pour qu'on arrive à cette reconquête écologique. Et voilà, et puis après, comme je disais, la plantation aussi majeure, massive pardon, de haies et d'arbres.
Alors, dans la fiction, on est allé très loin. On est aussi allé vers les acteurs pour essayer de les séduire aussi, les acteurs qui sont décisionnaires et qui sont en train de se poser des questions en ce moment hein, sur le projet alternatif. Et donc, voilà, on y a associé deux acteurs qui nous semblaient vraiment importants, à savoir l'État, à travers le ministre Clément Beaune, qui pour l'instant refuse d'arrêter cette autoroute. Et puis la région Occitanie, qui en fait, c'est les deux acteurs qui se renvoient la balle, mais qui ont la clé en fait dans cette histoire. Et que c'est pas qu'on les harcèle, mais on les a placés au cœur de notre stratégie un peu aussi, parce qu'on sait qu'ils peuvent tirer profit de cette situation. Et nous, depuis le début, on dit qu'on est des citoyens, qu'on n'a pas d'ambition politique et que on leur offre ce projet. Donc ça, c'est un peu inédit, quoi. On leur dit, vous avez un projet, il est pour vous, prenez-le. Ça sera pas, on n'est pas dans des élections là. C'est pour sortir de la crise en cours. Vous avez un projet possible qui peut évoluer, mais en tout cas, on vous l'offre, on le met sur le débat public, sur la place publique. Et si il ne tient plus qu'à vous, au regard de l'histoire, au regard de ce qu'on vit et de ce qu'on va vivre dans les prochains mois et peut-être les prochaines semaines vis-à-vis de ce dossier en particulier, vous avez les cartes en main. Allez, voilà, je vais finir sur ça. Ça, je vais peut-être pas y rentrer en détail, mais en tout cas, on a parlé, on a essayé de réfléchir vraiment à un modèle avec une société d'économie mixte qui permettrait de gérer tout ça avec des revenus qui viennent à la fois du foncier agricole, des zones d'activité qu'on réaménage et qu'on préempte, et peut-être de l'habitat léger qui pourrait ressortir voilà, de nouveaux modes d'habiter sur le territoire. Et vous voyez aussi que dans cet intérêt commun, pour gérer les communs, il y a une nécessité de multiplier les parties prenantes. Parce que plus il y a de parties prenantes dans un projet, moins les intérêts individuels priment parce qu'on est obligé de prendre des décisions collectives. Et donc, c'est cet équipement qu'on a vu tout à l'heure avec la centrale des fertilités, etc., qui seraient des équipements, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans laquelle les collectivités pourraient avoir des parts au même titre que le privé. Et bien finalement, ils vont avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans cette grande structure qui va gérer la véloroute et le foncier. Et donc ça, c'est important parce que du coup, voilà, comme je le disais, on a quelque chose qui peut permettre d'instaurer une gouvernance un peu nouvelle. C'est des idées, c'est pas figé, c'était voilà, juste on y a pensé pour ouvrir, pour mettre ça sur la table. Et surtout, voilà, de quoi je voulais vous parler, c'est qu'on a fait un travail vraiment de référencement, ça c'est important, des politiques publiques existantes pour encore plus montrer que on veut mettre le gouvernement face à ses paroles, qui sont en adéquation avec ses actes. Donc, par exemple, le plan vélo, c'est un plan qui est tombé du ciel en plein milieu de la réflexion sur le projet alternatif. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est incroyable. Clément Beaune qui annonce 2 milliards d'euros pour le vélo et 4 milliards qui seront financés par les collectivités jusqu'en 2027. Donc, c'est gigantesque comme argent. Donc, déjà, moi, ça m'a enlevé un truc énorme, c'est que je me suis dit, après ça, ils ne peuvent plus nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce que notre véloroute, elle va coûter 30 millions d'euros, 6 milliards d'euros. Si le monde politique n'est pas foutu de trouver 30 millions d'euros pour financer la première véloroute nationale française, bon, bah, là, il n'y a plus rien à en tirer, quoi. Donc voilà, on a fait ce travail avec l'État, l'Europe, comment dire, la région Occitanie, évidemment, et puis les collectivités locales. On l'a fléché aussi un peu en fonction de différentes thématiques, donc le soutien économique, l'aménagement concret quoi, de la véloroute, et puis les aménagements écologiques, etc., qui pourraient avoir lieu autour. Voilà, je vais relaisser Amine parler parce que l'idée maintenant, c'est que ce projet, donc il a fait son chemin pendant 6 mois et on rentre dans une nouvelle phase aujourd'hui qui est une belle phase aussi. C'est vraiment faire entrer l'A69 dans les mentalités comme étant un problème public. Et donc, notre stratégie aujourd'hui, c'est de montrer son absurdité grâce au projet alternatif. Et donc là, on est en train de lancer quelque chose de nouveau dont va vous parler Amine. Oui, voilà. Donc, super présentation de Karim. Moi, je suis fan de lui. On a un point qu'on n'a pas mentionné sur l'autoroute, c'est que il y a eu une consultation publique et donc c'est un enjeu politique, je pense, qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre dans les prochaines décennies, de savoir quel type de transition on veut, comment on veut aménager le territoire, quel mode d'énergie, quel mode de production et de consommation, et comment on fait participer les citoyens, parce que tout le monde se rend bien compte que
le modèle de politique qui est je vote une fois tous les 5 ans, puis on se revoit dans 5 ans, tunnel, tu fais ce que tu veux, n'est plus très effectif et ne marche plus vraiment aujourd'hui. Donc, la consultation publique qu'il y a eu, parce que les décideurs nous disent beaucoup que oui, mais les Sud-Tarnais veulent cette autoroute, veulent ce développement économique. Je ne suis pas certain que ce ne soit pas les décideurs qui le veulent pour ces populations-là, parce que la consultation publique qui a donné lieu à 6000 contributions a abouti à 90% d'avis défavorables de la part des citoyens. Et on répète ces chiffres depuis un moment pour être large, hein, mais je crois que c'était quasiment 95% en plus. Donc, mais bon, on est sûr de ne pas se tromper en disant 6000 participations et 90% d'avis défavorables, ce qui est quand même assez univoque en termes de questionnement sur est-ce que les citoyens veulent de cette infrastructure. On pense que ce projet, il a le potentiel de devenir un cas symbolique en France. Et on n'est pas juste en train de parler d'une autoroute entre Castres et Toulouse perdue dans l'Occitanie. Je pense qu'on est en train En plus, là, ça devient médiatique au niveau national, notamment à cause d'une grève de la faim qui a commencé depuis le 31 août. Mais nous, depuis le début, on pense que cette autoroute, en fait, elle a le potentiel pour devenir un cas symbolique de ce que ne doit plus être l'aménagement du territoire en France. Et c'est pour ça qu'une autre voie propose une autre voie de comment ça pourrait se passer démocratiquement. Euh, Parce que des projets autoroutiers comme ça en France, en fait, il y en a une quarantaine. Et bon, sans reparler du tout le contexte environnemental que j'ai évoqué au début, euh, en fait, on n'est pas juste en train de sauver un territoire. Si on arrête cette autoroute et que par jurisprudence, avec 40 guillemets, on arrive à faire qu'il n'y ait plus d'autoroute en France, c'est quand même une avancée majeure par rapport voilà, aux émissions, à la place du transport en France, etc. Et puis ça fait cas d'école, et puis ça fait domino à l'international, et puis c'est quand même un gros morceau là qu'on est en train de jouer. Ça, c'est sur l'importance nationale et internationale de cet enjeu-là. Euh, une autre voie, c'est une perspective pour réouvrir l'imaginaire. Parce que là, ça fait un moment que on dit depuis des décennies qu'un changement climatique, Jean Jouzel, il se prend encore des bâches de Patrick Pouyanné à l'université d'été du MEDEF récemment. Et ça fait très longtemps qu'on dit on est en retard. Et ça fait très longtemps qu'on aurait dû débattre de qu'est-ce qu'on voulait à la place. Et donc là, le but du projet, c'est de réouvrir, comme a dit Karim, il l'a très bien dit, je ne vais pas le paraphraser, mais les capacités créatives de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à la place de l'autoroute si elle n'avait pas lieu. Et je pense que ça, c'est nécessaire au fait qu'elle n'ait pas lieu. Parce qu'on n'est jamais mieux convaincu qu'un projet peut être avorté si on sait ce qu'il pourrait y avoir à la place. Et nous, ben, du coup, on rentre en campagne pour ce projet-là, pour une autre voie. Et on a déjà imprimé des milliers, dizaines de milliers de tracts, et on va continuer, et des affiches aussi. Et on va participer, et on va organiser des événements. Donc, il y a des événements sur le tracé, il y a des gens qui occupent le terrain, il va y avoir des événements de préfiguration où des gens et des paysagistes vont commencer à venir donner vie à tout ce qu'on a évoqué, pour que ce soit autre chose que des slides et que ça prenne vraiment dans l'imaginaire. Et puis, on va lancer une campagne à Toulouse, donc une campagne citoyenne. Il y a déjà des dizaines, il y a une centaine de bénévoles qui font déjà campagne pour une autre voie sur toutes les communes le long du tracé, qui sont bien organisées. Il y a un groupe d'action à Castres. Et nous, on a envie de mener cette campagne citoyenne à Toulouse parce qu'on pense que c'est nécessaire et qu'en plus, c'est juste et que finalement, c'est beau. Donc, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir là pour qu'une autre voie s'impose comme une alternative extrêmement crédible. Et en plus, on continue de travailler le projet. Et l'idée, c'est que, comme l'a dit Karim, ce soit une ouverture de débat et pas une proposition déjà toute faite et prête à l'emploi. Et que plus il y a de gens qui s'intéressent à ce projet, plus il y a de gens qui peuvent y contribuer, notamment des gens du territoire, et ça concerne aussi les Toulousains quand même, plus ce sera crédible et plus ce sera intéressant et plus ce sera un exercice de démocratie réussi. Donc, on va faire une soirée de lancement de la campagne Notre Voix à Toulouse, dans un tiers-lieu qui s'appelle La Base, 141 avenue de l'Espinay, à côté du métro Rangueil, pour ceux qui ne connaissent pas La Base. Déjà une dizaine d'associations qui nous ont rejoints. Il y a la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est une énorme fédération quand même en France, qui a apporté son soutien. Beaucoup de médias sont intéressés par cette, euh, cette perspective positive, en fait, cette proposition alternative. Et je peux le dire maintenant,
C'est bon, c'est validé. On a eu la confirmation. Lundi, on va présenter le projet. On va être auditionné à l'Assemblée nationale pour présenter ce projet aux députés. Donc là, notre but, c'est vraiment que ça devienne un enjeu national et que, encore une fois, on fasse de cette autoroute un cas d'école de ce que l'aménagement ne doit plus être et de ce qu'il pourrait être. Et donc voilà, on vous invite, si c'est un enjeu qui vous intéresse, euh, à venir samedi soir et à vous informer pendant cette soirée de tout ce qu'on prévoit là dans les semaines qui arrivent. Un événement aussi avec la Vélorussion, on va faire un grand événement à Toulouse de popularisation de ce projet-là. Et puis voilà, au niveau national et comme au niveau local. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, on a tout dit. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, hein. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Merci. Ah, voilà, là il marche du coup. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Désolée, mais c'est pas une question, mais en même temps, je me dis que ça peut lancer. Mais déjà, enfin vraiment, merci beaucoup pour tout ce travail. C'est impressionnant, ça fait du bien. Et ouais, de parler aussi des autres solutions et de justement, en fait, comment dire, plus de démocratie, plus de créativité et plus d'alignement avec les objectifs, enfin, ce qu'on doit viser pour pouvoir survivre sur cette planète. Et ça fait juste tellement de bien. Ça a dû être un travail juste euh, énorme de faire tout ce projet. Et je trouve ça génial aussi ce côté, en fait, ils sont pas en train de se bouger. Du coup, il faut leur présenter quelque chose clé en main et en même temps, toujours laisser la place au fait qu'il y ait encore des participations. Du coup, juste merci et ça fait trop, trop du bien de voir comme ça des propositions en fait où on pense et réaliste et enfin comment dire, ce qu'il faut et pas juste réaliste dans le sens oui c'est ce qui est fait d'habitude et du coup le statu quo on va juste un peu continuer mais essayer de l'adoucir et sauver un petit peu même pas les meubles. C'est juste incroyable d'avoir un projet pareil. Donc juste merci en fait. Puis, même si ce n'est pas une question, tu me fais penser à quelque chose que j'ai oublié de dire. L'objectif de ce projet, au-delà de voilà, réouvrir les capacités créatives des gens sur ce qu'il pourrait y avoir à la place du bazar qu'on est en train de vivre et de continuer à organiser en plus, c'est de changer la sémantique et l'argumentaire de l'utopie. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas ce projet qui est utopique. Ce qui est utopique, c'est de penser qu'on va continuer à artificialiser le territoire, à rouler avec du pétrole, à construire des centres Amazon tranquille, là, dans les prochaines décennies, sans qu'il se passe rien, sans que ça gêne personne, et qu'en plus, toute la planète se mette à faire pareil. Et donc, il y a l'argument de la confrontation nord-sud avec soi-disant des gens qui rêveraient de notre mode de développement. Il y a 3 milliards de personnes en Inde qui veulent vivre comme nous. Vous n'arrêterez pas le cours de l'histoire, ce discours absolument fataliste et un peu fallacieux, en fait, parce qu'il y a des contestations locales. En Ouganda, contre le pipeline que Total est en train de construire, il y a des Ougandais qui sont contre l'expropriation de leurs terres, qui sont contre le fait d'avoir un mode de développement basé sur les combustibles fossiles, etc. Donc, c'est pas vrai que c'est inéluctable, que c'est inexorable de prendre cette voie. Et en fait, ça commence même à être utopique, parce que là, on est à 1,1 ou 1,2, ça dépend des latitudes, entre 1,1 et 1,8 de réchauffement global, et on est déjà dans la sauce, hein. Il y a Jakarta, la capitale de l'Indonésie, a déménagé. On est sur 60 000 morts l'an dernier en Europe à cause des vagues de chaleur. Je répète, 60 000 morts quand même, hein. Donc, c'est 50 000 morts par an sur la pollution de l'air, c'est 500 000 en Europe. L'utopie, c'est l'autoroute. Voilà, c'est la citation du jour. Bonsoir. Donc, de même, merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait jusque-là et qui va donc continuer à l'Assemblée nationale lundi. Alors moi, ma question, en fait, elle était sur... je sais que vous avez fait le choix délibéré justement de pas vous attaquer à la pauvreté des arguments, on va dire, de l'adversaire, donc notamment la question de relier Toulouse et Castres, le désenclavement, tout ça.
Mais du coup, en fait, sur une autoroute qui a l'air d'être aussi chère pour les usagers, en fait, je me pose un peu la question de savoir en fait à qui ça bénéficie cette autoroute, autre le promoteur en fait, enfin le promoteur autoroutier qui construit la route. Et en fait, la question qu'il y a derrière ça, c'est du coup, est-ce qu'il y a des arguments, on va dire capitalistes, rationnels pour la construction de cette autoroute, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons qui sont purement idéologiques vis-à-vis de la construction d'un tel projet? Bon, alors je reprends le micro parce que j'ai réfléchi à ça et je me suis demandé, parce que moi je me suis intéressé à ce dossier, j'ai dit mais qui veut construire un truc pareil, en effet, enfin, qui a intérêt à ça? Euh, et en fait, il y a peut-être un peu des deux, hein. Peut-être qu'il y a le ministre des Transports est de bonne foi quand il dit que ça va désenclaver, etc. Et qu'il a pas fait son travail d'homme d'État en allant regarder que c'était pas vrai déjà au niveau du prix qu'allaient devoir payer les gens, que c'était pas vrai empiriquement non plus, parce que le taux de pauvreté d'Albi il n'a pas changé quand on a construit l'autoroute. Il n'y a pas eu développement économique majeur. Il y a eu du fret qui a augmenté peut-être pour certaines entreprises, mais en plus on a des exemples de l'histoire. Je prends Albi parce que c'est juste à côté et que c'est peut-être comparable parce que c'est en Occitanie, mais des exemples, il y en a énormément. Moi j'ai parlé avec des experts en urbanisme qui m'ont dit, mais en fait c'est pas vrai. Enfin, tu sors pas les gens de la pauvreté en construisant une autoroute. En tout cas, il n'y a pas que ça, etc. Et, euh, et ensuite, sur l'argument capitaliste rationnel, qui a envie de construire ça? Alors, j'ai fait quelques recherches. Si je veux le nom, qui veut faire ça? L'entreprise Atosca, elle a été créée il y a quelques années. Ce sera le concessionnaire de l'autoroute si elle voit le jour. Mais elle ne verra pas le jour. Et l'entreprise Atosca a été créée par des fonds qui viennent notamment deux fonds d'investissement privés. Donc, le premier, c'est Ardian. C'est 114 milliards, hein, c'est un gros truc. Le fonds Ardian, il a déjà bénéficié de partenariats public-privé avec le ministère de l'économie, notamment un certain Bruno Le Maire. Toute conclusion fortuite est hors de ma volonté dans ce que je vais dire. Mais il y a le fonds Ardian et il y a le fonds TIIC, qui est un autre fonds qui est basé au Luxembourg, qui était fondé par Edmond de Rothschild. Donc voilà, une entreprise de laquelle vient un politique que vous connaissez peut-être. Il y a des fonds d'investissement privés donc, qui sont basés à l'étranger, qui décident comme ça que ça va être intéressant pour eux, pour les rendements du capital, d'avoir des infrastructures dans des territoires où ils n'ont jamais mis les pieds, hein, en plus. Pourquoi? Parce que en fait, sur le partenariat public-privé qu'est cette autoroute, hein, parce que l'État paye une petite partie, je crois qu'on est sur 6%. Euh, En fait, ce qui va se passer, c'est que dans le contrat, il y a une garantie publique d'État. Il y a une petite ligne qui dit que l'État se porte garant du projet en cas de déficit financier. Cette autoroute sera déficitaire, de fait, parce qu'on est sur 7000 véhicules jour sur la nationale, comme a dit Karim. C'est un truc que vous trouvez dans une petite voie, dans une petite oui, rue, avenue d'une commune moyenne en France. C'est un truc pas du tout congestionné. L'Adréal Occitanie dit qu'il n'y aura que 80% de report, donc on va se retrouver avec 6000, 5000 véhicules jour. Karim parle de 4000 même. Mais bon, ce sera déficitaire forcément. Et donc, qui est-ce qui va payer? Bah, c'est l'État, parce qu'il y a une garantie publique d'État dans le contrat. Tout ça, évidemment peut-être pas du tout intentionnel, mais ce qui va se passer, c'est ça. Et un autre point que je voulais aborder, si je ne perds pas la mémoire, c'est la garantie publique d'État, excusez-moi, ça reviendra. Euh, Bon, ça va revenir. Mais oui, c'est un projet qui sera déficitaire et et donc les taux d'intérêt vont continuer à courir pendant que le projet est déficitaire et que l'État renfloue les caisses. Et donc, qui en profitent? Bah, les gens qui ont prêté l'argent. Donc voilà, il y a toute une architecture financière derrière ce genre de projet. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, voilà, pour pencher un peu sur le dossier financier, j'ai des doutes sur la volonté des gens qui ont décidé de projet de vraiment développer le territoire. Voilà, les conclusions que j'en tire pour l'instant. Puis si je peux rajouter quelque chose, on est dans une absurdité encore plus totale que, donc, effectivement, Albi, c'est la capitale du département du Tarn et Castres est fait un peu plus petite en termes de nombre d'habitants, mais c'est pas très loin. Et Albi a une autoroute, comme on l'a dit. L'autoroute, elle coûte 1,70 € si on prend le péage à Toulouse. Mais après, il n'y a plus de péage sur la route. C'est-à-dire que si vous la prenez ailleurs, elle est gratuite.
Si vous n'allez pas à Toulouse, si vous passez pas par le portique à Toulouse, l'autoroute est gratuite. Et là, on va créer une iniquité gigantesque, faramineuse avec Castres, qui se retrouve. Et là, ça pose vraiment une question d'égalité des citoyens, en fait, quoi, hein, devant des choix de société, etc. C'est vraiment scandaleux. On ne parle pas de plus 10%, c'est que je ne sais pas combien ça fait, mais donc ça ferait 3,40 aller-retour pour les gens qui viennent d'Albi. Et ça fait 17 euros pour les gens qui viennent de Castres, alors que c'est la même distance de Toulouse. Donc, c'est vraiment un scandale. Enfin, il n'y a pas... Et surtout, ce que vous l'avez peut-être vu en le disant un peu dans les détails ici, c'est que la route nationale existante va être déclassée en départementale, que du coup, les poids lourds ne pourront plus y aller. Donc, eux aussi, ils vont devoir payer, ils vont devoir passer à la caisse, ils seront obligés de prendre l'autoroute. Donc, c'est un racket. Et en plus, il y a déjà des contournements de la nationale dans certains villages qui sont des 2x2 voies à 110 km/h et qui sont privatisés dans le. Donc les gens les ont payés déjà, hein. Moi, je me souviens quand on l'a construit, j'étais petit. Il y en a un, on a construit en 2000, l'autre, il a ouvert en 2010. Ils ont été payés par les impôts des gens. Et là, on les reprivatise et ils vont devoir les re-raquer. Donc en fait, là, je ne vois pas comment on peut ne pas s'insurger. Le gouvernement ne comprend pas pourquoi, même si c'est une minorité pour l'instant de gens courageux qui s'insurgent, pourquoi ils iront jusqu'au bout, même s'il faut aller pendant 5 ans sur le chantier, détruire des trucs à terme, etc. Pourquoi ils font ça? En fait, c'est évident. En fait, là, c'est le pire projet de l'histoire de l'Occitanie, ce truc. Donc, on est dans des aberrations telles que ça va détruire des vies, en fait, concrètement, de gens. Et donc, en fait, la détermination, ok, le gouvernement est déterminé, mais on est beaucoup plus déterminé que lui parce que ce sont vraiment nos vies qui sont en jeu, quoi. Et donc, ça m'est revenu là pendant que Karim parlait. Les députés, en fait, Anne Steinbach et Karine Erodi, ont demandé d'avoir, de par leur mandat, via leur mandat, de mettre la main sur le contrat signé entre la Tosca et l'État pour qu'on continue un peu détailler les réflexions que j'évoquais là, il y a 30 secondes. Et en fait, le contrat qui nous est venu, c'était un contrat sans les annexes. Donc, il y avait 27 annexes. Donc, les députés ont demandé les annexes. Puis, on a eu les annexes, mais avec les noms et les chiffres noircis, en vertu de la loi secret des affaires votée par un certain Emmanuel Macron il y a quelques années. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le plan financier de ce projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sinon, moi, j'avais une question, peut-être pardon, un pas de côté. Sur la discussion, on a vu que le projet il avait été donc déposé par les députés. On a vu la réponse de Clément Beaune. Du coup, dans quel cadre vous allez être interrogé à l'Assemblée nationale Alors, c'est pas une audition qu'on fait, il n'y a pas d'enquête, etc. Mais les députés ont décidé les députés de Haute-Garonne et du Tarn ont décidé voilà, de nous permettre d'avoir une voix à l'Assemblée. Donc, on ne sera pas dans l'hémicycle, mais on aura une salle pour, si les 500 députés veulent venir, pour écouter en fait, ce qu'on vous a dit ce soir, en fait, pour mettre au courant tous nos députés français de la situation. Voilà. Ok, ok. Donc, c'était la répète de l'Assemblée nationale, là. Pardon? C'était la répète pour l'Assemblée nationale lundi. C'est un peu ça. Même si vous avez des retours sur la présentation des preneurs, hein, du coup. Bah, du coup, déjà, merci pour la présentation qui était vraiment bien et claire. J'ai vu déjà que que les travaux avaient déjà commencé un peu. Et du coup, je me demandais à quel point ils étaient freinés ou pas. Ou... Enfin, je sais pas à quel point. Parce qu'il y a déjà des impacts irréversibles ou non. Enfin, voilà, juste si vous avez un état des lieux un peu des impacts maintenant aujourd'hui. Oui, alors pour ça, je vais mettre la carte de la lutte, je pense. Comme ça, tout le monde verra. Voilà. Donc, vous avez les points rouges ici qui sont les points d'entrée des chantiers. Pour l'instant, c'est vraiment, il n'y a pas de grand linéaire, c'est vraiment des points comme ça, un peu verrou. Parce que ils ont décidé de commencer à construire les ouvrages d'art qui sont le plus longs, etc. Donc, il faut couler les fondations, les trucs et tout. Et donc, ça, c'est un peu ce qui a commencé. Il n'y a pas d'ouvrage du tout terminé. Ils ont fait les fondations à certains endroits. Il y a quelques terrassements qui ont été faits. Donc, parfois, c'est sur des linéaires de 800 mètres, 500 mètres, des choses comme ça. Mais ça, en fait, c'est totalement réversible. C'est juste Ils ont bougé la terre, quoi. Et puis, par contre, ce qui est irréversible, c'est les traumatismes qu'on a vécus, c'est-à-dire la destruction des arbres centenaires, à la fois les platanes
et de d'autres endroits. Et alors, ce que vous voyez dans la lutte, c'est que là, aujourd'hui, on est en train d'essayer de verrouiller des endroits du chantier en tenant des arbres. Et de cette manière, déjà, c'est défendre quelque chose qui sera, s'il est détruit, qui est irréversible, comme je le disais. Donc, c'est hyper important d'avoir, de privilégier, de défendre ces arbres plutôt que de défendre des pans entiers de la trame agricole, etc. Et pourquoi je dis ça? Parce que du coup, voilà, ce qui est irréversible, pardon, c'est ce qu'ils ont détruit, qui a mis 120 ans parce que les platanes de Vendine, par exemple, qui ont été condamnés à mort il y a le 1er septembre, ils ont été plantés en 1901. Donc c'est hallucinant ce qu'on vit en fait. Et ce jour-là, c'était le record des températures. C'est pour ça qu'on est dans une dystopie en fait. C'était le record de température pour un mois de septembre à Toulouse. Il a fait 35 degrés. C'était jamais arrivé. Et là, en face de nous, il y avait 5 drones avec 200 gendarmes, 2 hélicoptères qui étaient là pour sécuriser la scène de crime en fait. Donc, enfin. Non, mais en fait, c'est comme ça qu'on l'a vécu, quoi. Concrètement, si quelqu'un, un extraterrestre, regardait la situation, c'est ce qu'il verrait. C'est juste que culturellement, on a décidé que c'était normal ce qui nous arrivait là, alors que c'est pas normal. Et même, on assiste, je fais un peu, je divague un peu là, mais on assiste même, je trouve, à quelque chose de majeur, c'est qu'il y a un basculement culturel. Il y a une partie de la population, dont les opposants historiques, qui sont traumatisés par ce qui s'est passé, c'est-à-dire de manière vraiment intime, quoi. Moi, pour être honnête, parce que je pense que j'ai parlé de sensibilité et c'est important de le dire, quand j'ai vu les images le lendemain des platanes sur le bord de la route, j'ai vu des cadavres et j'ai pleuré. Ça m'a fait ça parce que je m'étais attaché à ce territoire, je m'étais attaché, je l'ai vécu comme ça, vraiment. J'ai fondu en larmes, quoi. Et ça, l'État refuse de comprendre ça. Il le balaye d'un revers de main. Et tout un des enjeux de la campagne qu'on mène aujourd'hui, c'est cette reconquête des sensibilités et notamment des récits. Et faire en sorte qu'un arbre, on fasse comprendre que ce n'est pas un arbre. Ils nous disent, le ministre, quand je le cite à moitié, hein, mais quand la députée lui a remis en main propre le projet et qu'elle lui a dit, vous êtes en train de détruire des arbres centenaires, et il fait, oui, enfin, on en replante plein. Non, en fait, c'est pas un arbre égale un arbre, c'est que tu viens de détruire des platanes centenaires, pardon, auxquels des gens étaient attachés, et ça ne sera jamais compensé. On ne compense pas un mort. Euh, donc voilà, c'est un peu une réflexion que je voulais partager avec vous. Oui, donc pour ajouter juste une phrase à ce témoignage, c'est que l'allée de Vendine, avec les grands platanes qui l'abordent, en fait, nos aïeux, en fait, ils ont fait ça très intelligemment, parce qu'à l'époque, ils étaient intelligents aussi, même s'ils utilisaient moins de pétrole. C'est que déjà, il y a une régulation hygrométrique, ça ombrage la route. À l'époque, en fait, de 29 à 39, il y avait un tram qui reliait, qui passait en fait sur cette nationale. Et c'est pour ça qu'il y a des alignements comme ça qui ont été faits, parce que ça ombrage et que ça rend le transport beaucoup plus agréable. Et les platanes de l'allée de Vendine en question, qui a été sujet aux abattages, il est absolument magnifique, hein. Vous avez l'impression de passer dans un corridor sous des arcades et c'est des platanes qui sont assez immenses. Donc voilà. Et aujourd'hui, quand vous allez sur le tracé, il y en a quelques-uns qui ont été coupés. Enfin, il y en a énormément qui ont été coupés déjà, mais sur l'allée de Vendine, ça choque parce que vous avez cette allée qui s'arrête d'un coup et là, il y a des cadavres. Et donc effectivement, je rebondis, mais donc il y a une violence en fait. Il y a une violence de l'État. Là, je dis ça vraiment. Pour moi, c'est même plus politique. Là, c'est vraiment des faits concrets. Il y a une violence terrible qui est traumatisante pour les gens et pour la vie en fait, pour le vivant. Et donc ça, on veut absolument le faire ressortir dans cette lutte. Ce sera vraiment une image, une bataille symbolique aussi. C'est que le plus grand nombre se rende compte de l'absurdité dans laquelle on est et surtout vraiment on est dans une dystopie qu'il faut arrêter, quoi. Une autre question ou on s'arrête là? Ouais. Du coup, merci beaucoup pour la présentation et le projet qu'il y a derrière. Tout à l'heure, en introduction, tu as parlé un peu du Larzac, de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est vrai qu'historiquement, et toujours actuellement d'ailleurs, le projet alternatif, il a été quelque part sur pas tellement tourné vers les institutions, mais plus vers
une réappropriation des communs, une lutte à la base, enfin voilà, ce genre de choses, y compris ça allait assez loin sur les racines un peu idéologiques, mais aussi très concrètes. C'était aussi la Commune de Paris et toute cette histoire-là, du coup. La question de fond, c'est au travers de ce projet, bon, pourquoi pas tenter avec des élus qui ont une certaine sympathie, une certaine sensibilité écologiste et autres, d'avancer sur ces terrains-là. Mais j'ai l'impression que ce qui manque un peu, y compris, enfin, je sais pas si ça manque ou si c'est juste pas posé actuellement, soit dans les débats, soit dans la présentation du jour. Voilà, à la base, avec l'habitabilité des territoires, il y a eu le projet de météo, ballon gonflable, etc., la véloroute, etc. Pourquoi un service des communs, un service public des communs, je veux dire. Et il y a aussi, donc voilà, c'était une sorte de question, voilà. Et une deuxième question, c'était, ça n'a pas trop parlé des travailleurs et des travailleuses ou des habitants et des habitantes. En gros, hein. C'est un peu le fond de la question, sur tout le tracé. Bon, dans les médias, là, ils commencent les réacs pro-projet et tout là. Oui, les gens qui se mobilisent contre le projet seraient des dangereuses personnes, contre les gens des chantiers, contre les... Voilà. Quel lien au travers d'une autre voie? Comment mener la campagne pour faire du lien et pour tous et tout ensemble, voilà, y arriver. Et la dernière chose, un peu sur cette histoire de la sensibilité, enfin, c'est vraiment, pour moi, je le vis comme un vrai accaparement du capitalisme contre le vivant, contre les gens, contre le commun. Enfin, à Toulouse, par exemple, et pour finir sur ça, il y a plus un seul insecte, enfin, il y a plus une sauterelle, il y a plus de coccinelle. Et vraiment, enfin, c'est pas un petit truc, c'est on va sur le tracé, c'est terrible, on voit le terrain défoncé, il y a, les arbres tombent, là, il y a de la poussière et de la terre où il y avait des champs il y a 3 mois, mais il y a encore quelques sauterelles. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais qu'est-ce que c'est violent de vivre à Toulouse, dès qu'on sort, on se rend compte qu'il y a encore du vivant, et ça, c'est fort aussi. Je trouve que c'est fort aussi au travers de ce projet voilà, de le poser, quoi. Merci. Merci pour toutes tes questions. Je ne sais pas si je vais tout retenir, mais en tout cas, pour la première question que tu poses, je trouve qu'elle est vraiment centrale. Euh, à Notre-Dame-des-Landes, moi, je ne suis pas un spécialiste, hein. Moi-même, je n'y suis jamais allé, mais j'avais regardé un petit peu. Et effectivement, en fait, je trouve que ce que tu as formulé a l'air vrai, c'est de dire que à Notre-Dame-des-Landes ou au Larzac, ça partait des gens et que finalement, c'est leur action concrète qui matérialisait l'utopie vers laquelle ils voulaient aller en commun, etc. Et vraiment, ce qui manquait dans cette lutte de la 69, c'est vraiment ça, c'est que c'est fondamentalement différent. Il y avait des gens qui voulaient autre chose, mais ils savaient pas forcément, ils n'avaient pas forcément, d'un point de vue peut-être au regard de plusieurs facteurs, hein, mais le facteur géographique, le fait que ce soit un grand linéaire, donc difficile à défendre, entre guillemets, que c'était pour beaucoup d'endroits des open fields, donc l'inverse de Notre-Dame-des-Landes, qui était un grand bocage tramé où c'était difficile pour l'État de rentrer pour faire des terrains en termes de terrain d'opération, etc. Ça a fait que finalement, ça a été très difficile. Et l'an dernier, avant qu'on fasse le projet alternatif, il n'y avait qu'un lieu qui incarnait la lutte, c'était un camping, le camping des Platanes de Vendine, justement. Voilà, ils avaient trouvé qu'un seul endroit et justement parce qu'on pouvait grimper à un arbre et donc échapper aux forces de l'ordre d'une certaine façon, quoi. Donc c'était très difficile d'incarner cette lutte pour ces raisons-là. C'est que concrètement, on ne pouvait pas vraiment installer, enfin des gens ne pouvaient pas vraiment s'installer, s'accaparer entre guillemets les communs et ces terres expropriées. Donc il fallait formuler, je pense, pour avancer, quelque chose qui, c'est pas que ça parte par le haut, mais qui parte de l'imaginaire plutôt que l'utopie concrète, et que ça puisse permettre, et c'est ça qu'on essaie de faire là, en fait, ici, de réveiller, d'éveiller des envies maintenant de se battre concrètement, matériellement sur le terrain. Quand je dis se battre, ça ne veut pas dire détruire, justement, c'est construire des choses. Et donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de transformer, quoi. C'est de transformer l'imaginaire maintenant que des gens se sont saisis du projet et que beaucoup de gens sont intéressés. On est en contact, notamment le travail qu'on fait, c'est qu'on est en contact avec des forces vives du territoire, des acteurs associatifs, etc. Et qui nous ont dit, en fait, ça nous intéresse et on veut participer dans les campings, dans les trucs, à faire des opérations de plantation, de construction, etc.
Donc, on va essayer de transformer la lutte pour la matérialiser sur le terrain, chose en fait, il manquait ce gap-là pour que des gens se lancent, en fait. Jusqu'à maintenant, il y avait vraiment des gens comment dire, qui s'investissaient dans la lutte parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait dans le mur avec le projet alternatif. Mais maintenant, on a des arguments en plus pour permettre à des gens de se battre pour construire des choses, en fait. Voilà, je crois. Et puis pour les autres questions, je ne sais plus. Oui, non, sur les travailleurs et les travailleuses, c'est en train de fond un peu partout parce qu'encore une fois, les gens précaires ne pourront pas se payer cette autoroute. Donc, on propose d'autres solutions, des mobilités multimodales où tu prends ton vélo, tu peux monter dans le TER, où tu peux combiner en fait les modes de transport qui sont de toute façon moins chers, hein. Le bus Casse-Toulouse, il n'est pas très cher. Euh, et puis les travailleurs et les travailleuses, c'est aussi les agriculteurs. Et les agriculteurs, il ne vous aura pas échappé, ou alors je suis heureux de vous l'apprendre, mais que 50% d'entre eux vont être à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Et la question est comment on va manger? Donc, il y a des associations qui travaillent sur ça, Terre de Liens, par exemple, qui aident les jeunes agriculteurs à s'installer. Là, on a de l'or sur les mains. Il y a eu 360 hectares qui ont été expropriés. Notre projet, là, il s'inscrit aussi dans la temporalité dans laquelle on est. C'est-à-dire, on a exproprié, mais l'autoroute n'est pas faite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette reprise du foncier? Et ben, notamment, on peut aider des jeunes à s'installer qui n'auraient pas à payer le terrain. On peut faire de l'aide à l'insertion de nouveaux modèles agricoles qui ne sont pas dépendants des pesticides, qu'on fabrique avec des produits qui ont été faits pour tuer, hein, ou alors avec des engrais azotés qui sont dépendants du gaz, parce que les engrais azotés, on les fabrique avec le gaz. Et le gaz, c'est des régimes avec lesquels on ne s'entend pas trop en ce moment, qui nous le fournissent. Donc, il y a vraiment besoin de cette nouvelle agriculture et c'est aussi des gens qui vont y travailler sur ces terres, donc rapidement. Et puis après, sur les 7 équipements leviers que Karim a proposés, ce sont évidemment des exemples, mais nous, le but, c'est qu'on soit en lien, et on l'est déjà, mais de plus en plus, avec des structures de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, pour venir contribuer à cette société coopérative d'intérêt collectif. Et construire quelque chose qui est tourné vers les emplois de demain. Le vélo, c'est un secteur qui va croître de manière exponentielle. Le nouveau modèle d'agriculture, on l'a déjà dit, mais la récupération, la réparation. Donc, il y a la mobilité, il y a énormément d'emplois à créer sur cet axe-là. Donc, ce ne serait pas juste un axe de mobilité, ce serait un axe de développement territorial. J'ajoute juste pour compléter que effectivement, par rapport à la construction avec les gens, avec les habitants et tout, malheureusement, en fait, on a été pris par quelque chose c'est que déjà, il y avait un délai, il fallait que rapidement on puisse produire un projet. Donc, ça s'est fait sur les 4 derniers mois, quoi, 4-5 derniers mois. Et surtout, il fallait qu'on le fasse dans le plus grand secret parce que, avec les opposants historiques, parce que sinon, ils sont tellement cyniques en face qu'ils auraient ça probablement énormément accéléré les travaux, etc. Et donc, en fait, on les a pris de court en arrivant à la rentrée avec un truc auquel ils ne s'attendaient pas. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est contextuel aussi. Voilà, il y a plein de trucs qui expliquent pourquoi là, on arrive, on débarque. On a l'impression que parfois, il y a des trucs qui débarquent un peu de nulle part. Mais justement, c'est pour ouvrir le débat et que tout ça soit reformulé, hein. Voilà, c'était vraiment pour décloisonner, comme je disais, les imaginaires. Et on le fait avec, malheureusement, ou heureusement, les armes qu'on a et le temps qui nous était donné ne permettait pas de pouvoir, dans la première partie de cette réflexion et de ce projet, associer démocratiquement toute la population. Non, personne. Ouais, moi, c'est ce que j'allais demander, c'était comment pour militer et tout ça sur Toulouse, comment on peut faire? Ouais, voilà, donc c'est samedi soir si vous êtes intéressé à 18h à la base. Si vous ne pouvez pas, ou que vous n'êtes pas là, vous venez nous voir. Et de toute façon, sur le site internet, ah oui, alors j'ai pas dit ça, mais on a sorti notre site internet il y a 2 jours. Et donc c'est une-autre-voix.com. Voilà, donc il y a un formulaire dessus dans lequel vous mettez votre nom, votre pseudo,
et vous mettez votre numéro de téléphone. Et donc, voilà, on vous redirige après. On a un groupe de bénévoles qui est en train de se monter et samedi, on fait la fête. Et juste pour, sans trop spoiler, mais plus concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner en fait, la participation des bénévoles, c'est ce que vous voulez en fait. Il y aura des opérations de tract, donc vous pouvez aider à faire ça, d'affichage avec les affiches, etc., d'aller voir des tiers-lieux, des lieux qui vous paraissent intéressants pour mobiliser. Et puis après, être bénévole pour organiser des fêtes, notamment à la base, ou